Monsieur Billot, bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Patrick Nessias. Allez, je vous suis. Allez-y. Merci. Pardon. Au dernier étage de cet immeuble se trouve peut-être un trésor. Patrick Nessias a été contacté par ce jeune architecte qui aurait découvert un grenier caché en réalisant des travaux d'aménagement. Oh, c'est trop dangereux là pour monter. C'est un peu dangereux. Depuis 25 ans, il recherche des tableaux de maîtres spoliés par les nazis. Ça, je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus pratique? Ouais, là, on peut pas l'appuyer. Là, c'est trop dangereux de l'appuyer. Hop. Voilà, je sais pas ce qu'on va y trouver. Des lettres, apparemment des tableaux. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Patrick va faire un bond dans le passé. Au milieu d'un grand désordre, de mystérieux vestiges. Journaux d'époque, lettres, mais aussi boîtes de conserve. Apparemment, quelqu'un s'est caché ici pendant la guerre pour échapper aux nazis. À l'époque, des milliers de juifs se sont terrés dans des caves ou des greniers. Attendez là, faites gaffe parce que là, donc on a des ustensiles de cuisine. C'est incroyable. Au milieu de centaines de photos, l'une d'elles attire son attention. C'est complètement fou. Donc voilà, là on a un portrait de Florine Ardus, donc là, une des filles de Léonardus. On peut penser que c'est elle qui a vécu là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Nardus, une famille de juifs hollandais, riches collectionneurs d'art, parvient à échapper aux nazis en s'enfuyant en Tunisie. Avant de partir, ils cachent leurs 150 tableaux et statues dans une banque en Hollande. Mais les nazis retrouvent les œuvres et les volent à la famille. Léonardus donc avait fait fortune aux États-Unis dans les années 1900, donc avec la vente d'œuvres d'art avec son beau-père Stéphane Bourgeois. Donc il avait vendu des œuvres d'art aux riches industriels américains. Et effectivement, il s'était constitué lui aussi une collection assez intéressante de toiles de maître. La collection de la famille Nardus serait composée d'un Bassano, d'un Botticelli ou encore d'un Velázquez. Des tableaux qui aujourd'hui se négocient plusieurs millions d'euros sur le marché de l'art. Les tableaux que Patrick découvre dans le grenier sont loin d'être des toiles de maître. Pas de traces de la collection spoliée, non. Non. Pas de traces physiques en tout cas, mais des traces écrites qui pourront peut-être nous permettre de reconstituer un puzzle. Des traces écrites, il y en a plein les combles. Patrick a été mandaté par la famille Nardus pour retrouver les toiles de maître de la collection. Sur les 150 œuvres, seules 30 sont connues. Pour les identifier, il épluche toute la correspondance laissée par l'une des filles du collectionneur. Et elle lui réserve une bonne surprise. Il s'agit d'une lettre de Nardus à son beau-père, Stéphane Bourgeois. Et donc, dans cette lettre, Nardus fait état de deux tableaux, donc un tableau de Rembrandt et un tableau de Doux. Donc on peut dire que ça, c'est une pièce qui raccorde le lieu avec la collection. Malheureusement pas avec des œuvres, mais au moins avec des écrits. Ça, c'est déjà très important. Aucun tableau appartenant au Nardus dans le grenier, mais il a récupéré une information essentielle. Dans la collection, il y aurait en plus un Rembrandt. S'il le retrouve, il y a un pactole à la clé. Car le dernier Rembrandt vu sur le marché, une œuvre mineure du maître, s'est vendu 3 millions d'euros. Patrick n'est pas un détective professionnel. Cet ancien banquier a été piqué par le virus quand son ami, le petit-fils de Léonardus, lui a raconté l'histoire de sa famille. Depuis, il s'est mis en tête de retrouver tous les tableaux contre un pourcentage sur les ventes. J'ai cru que tu n'y arriverais jamais. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Voici l'héritier direct du collectionneur, Serge Nardus, 88 ans. Patrick lui apporte ce qu'il a déniché dans le grenier parisien. Bien. Alors, tiens, je vais te montrer quelques petites choses que j'ai trouvées. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oui. Alors, donc j'ai ramené une lettre
Donc une lettre de ton Ah, grand-père. ça c'est l'écriture de papy. Ça. Voilà. Oui, je reconnais. Une lettre de ton grand-père à Stéphane Bourgeois concernant 2 tableaux de Rembrandt. Oh là là. Voilà. Donc là, si tu veux, donc la lettre vient de quand il était à New York. 96. 1896. Donc il était à New York. Hein. Après la guerre, sa famille est ruinée. Ils n'ont ni les moyens ni la force de rechercher leur immense collection. Je trouve que c'était évidemment une injustice, un vol. C'est l'aspect un peu financier qui me dit c'est dommage, j'aurais pu arranger ma vieille maison, mais je suis fataliste, c'est comme ça, c'est écrit. Mektoub, mektoub, comme disent les Arabes, mektoub. Il y a un peu de ça, c'est tout. Que celui qu'on y fasse. Et maintenant, quand on... Et c'est là où moi, le mektoub et la fatalité, j'y crois pas du tout. Il y a certainement beaucoup de familles juives qui pensent que, eh ben oui, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est pas vrai. On peut encore faire beaucoup. En 2008 et 2009, Patrick a récupéré 3 tableaux de la collection Nardus. Il les conserve précieusement dans un endroit tenu secret, en attendant qu'ils soient vendus aux enchères. Le premier appartenait à un marchand d'art au Liechtenstein. Donc voilà un tableau de Biltius. Le marchand d'art a fini par le restituer après des années de négociations. Donc ce tableau a été restitué en 2008. Et forcément, quand vous voyez ça arriver, que vous le déballez, que vous... Eh ben oui, c'est des larmes, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, parce que en quelque part, 20 ans d'acharnement, 20 ans aussi, il y a eu du désespoir, il y a eu un petit peu de tout. Et c'est vrai que quand vous le voyez, ça n'a pas de prix, quoi. C'est ce qui vous motive pour continuer? Ah oui, complètement, oui. Oui, à partir du moment où vous en avez trouvé une, vous êtes sûr que vous en trouverez d'autres. Patrick a aussi retrouvé 2 huiles italiennes du XVe siècle. Elles étaient devenues la propriété d'un musée hollandais. Des toiles d'une valeur de 15 000 € chacune. Pour un ancien banquier, le détective est plutôt habile. Et il a de quoi se réjouir. Un informateur l'a mis sur la piste d'un 4e tableau. Peut-être le Rembrandt mentionné dans la lettre. La mission s'annonce délicate. Chaque année en France, plus de 1300 œuvres d'art disparaissent. Les gangs s'y intéressent de plus en plus, car il semble parfois plus facile de braquer un musée qu'une banque. Comme ce jour-là à Paris, au musée d'art moderne, les voleurs ont simplement cassé une fenêtre. L'alarme n'a pas fonctionné. Butin, 5 toiles, dont un Modigliani et un Picasso. Valeur 100 millions d'euros. À Rotterdam, les malfaiteurs ont emporté un Gauguin et un Matisse. La caméra a bien fonctionné, mais une fois encore, le système d'alarme était défaillant. 50 millions d'euros en 3 minutes. De quoi attiser les convoitises des gangs du monde entier, qui agissent aussi parfois pour le compte de collectionneurs. À Montpellier, une opération de grande envergure se prépare. Le commandant de l'OCBC, l'Office de lutte contre le trafic de biens culturels, s'apprête à interpeller un gang international, des spécialistes du vol d'œuvres d'art, réputés dangereux. Des gens qui savent ce qu'ils font, pourquoi ils le font, qui sont aguerris, qui ont l'habitude de la police. Donc on y va avec toutes les précautions et puis avec toute... Et surtout, un équipement complet. Un pied de biche et un bélier pour enfoncer la porte. Une dizaine de policiers sont mobilisés pour cette opération. Allez, c'est parti. Venus de Hongrie, les voleurs présumés se sont spécialisés dans le vol d'œuvres d'art d'un genre plutôt inattendu. La bande vole en priorité des cartes de navigation du XVIe siècle qu'elle dérobe dans les bibliothèques françaises. Le colonel Goffeny a ordonné cette interpellation. Indépendamment de la valeur marchande des objets, qui peuvent quand même monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le marché international, suivant la qualité et l'ancienneté des cartes qui ont été volées, mais c'est surtout faire cesser un phénomène qui doit, à mon avis, perturber depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Les cartes seraient revendues aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Hongrie. Ces biens culturels, il y en a beaucoup dans les bibliothèques de province, souvent mal protégées.
Certains conservateurs ignorent qu'ils possèdent des trésors. On ne s'attend pas à ce que ce type de bien soit volé parce que on ne se dit pas qu'il y a un marché, on ne se dit pas qu'il y a de quoi écouler, on ne se dit pas qu'il y a de quoi faire de l'argent. Donc on ne prend peut-être pas assez la mesure des richesses qu'on a sur le territoire et de ce que ça peut valoir sur le marché de l'art. Eux, ils l'ont pris la mesure. Voilà. Une partie du gang se cache dans ce petit village près de Montpellier. Il me semble que c'est sorti de l'impasse à la Maison Rose et je crois que c'est là. C'est là. Ça. C'est la portail. Ouvrez, c'est la police! Non, ouvrez! Police, madame. Il y a combien de personnes dans la maison? Marie, une autre personne. D'accord, ok. Vous êtes qui? Bougez pas d'ici. Il y a personne là? Non. Vous êtes plus chez nous, gros filon? Bien sûr. D'accord. Bon, c'est figé, hein? Pour moi aussi, c'est bon. Les policiers arrêtent le chef de réseau présumé, sa femme et un de ses complices, tous de nationalité hongroise. Ils nient tout en bloc. Pourtant, à quelques mètres de là, les enquêteurs découvrent 2 grosses berlines allemandes, dont celle-ci, estimée à 150 000 €. Étonnant pour un couple qui dit vivre du RSA. Dans la maison, pas la moindre trace des cartes anciennes volées. Mais les policiers ont saisi des centaines de documents, dont un billet qui leur pose question. On suspecte un billet, un faux billet, donc c'est à vérifier, il faut que je vérifie le numéro de série. Et la sécurité semble pas bonne ou pas. Pour avoir accès aux cartes, les suspects se seraient fait passer pour des chercheurs. Apparemment, ils maîtrisaient leur sujet sur le bout des doigts. On a un catalogue de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. On voit qu'il fait des recherches dans ces catalogues et dans cette documentation. Donc on a trouvé aussi une loupe qui sert à la lecture en salle de lecture. On a trouvé quelque chose de très intéressant, c'est un faux papier administratif. Grâce à cette fausse carte d'identité, le chef de réseau présumé pouvait entrer sans difficulté dans les bibliothèques et découper les précieuses cartes avec cette lame de cutter cachée dans ses vêtements. Ils sont très habiles parce que au nez des surveillants, à 2-3 mètres des surveillants, ils sont capables de voler plusieurs dizaines de cartes. Dans la pièce voisine a lieu l'audition du chef de réseau présumé. Il dit quoi? Ah bah, il a rien fait, c'est des erreurs et c'est pas lui, quoi. Ouais, donc tant qu'il n'y a pas les éléments, il dira rien, quoi. Tout à fait. Les 3 Hongrois interpellés risquent 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende pour vol en bande organisée. L'affaire est toujours en cours. Chaque année, cette police des arts traite plus de 80 affaires. C'est à Nanterre que le colonel Goffeny conserve ses plus belles prises. À l'intérieur, des toiles de maître, des bronzes de grands sculpteurs. Il y a aussi ces morceaux de bâtiments historiques démontés par les voleurs. Ou encore des pièces d'or d'une valeur inestimable datant du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il y a là un petit penseur de Rodin. Là, il serait temps qu'on restitue ce buste de Saint-Pierre volé dans une église de Naples, saisi lors de mise aux enchères en France, à Paris. Ça, c'est un dossier très récent où il s'agit de contrefaçon et faux artistique. Et on a eu des dessins de Picasso. Et depuis peu, le colonel saisit de plus en plus d'objets de culte, comme ces ciboires et autres coupelles de messe. Moi, je suis très sensible aux objets du culte, donc je suis bien servi parce qu'on en a régulièrement, malheureusement. En ce moment, son service est sur les dents. En Charente-Maritime, un serial voleur s'attaque aux églises. En 2 mois, 11 chapelles ont été dévalisées. La série noire a frappé Mornac-sur-Seudre et son église romane du XIIe siècle. Le maire, Gilles Salafranc, n'en revient pas qu'un cambrioleur ait osé profaner ce lieu. Alors le vol a été commis ici, voilà, dans le tabernacle. La serrure a été brisée, effraction et donc vol du ciboire. Voilà à quoi ressemble un ciboire, un vase en argent qui contient les hosties de la messe. Celui de Mornac-sur-Seudre date de 1860.
C'est surtout une valeur sentimentale au cœur de la paroisse et de tous nos paroissiens. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque l'on dérobe ce genre d'objets, on fait mal dans le plus profond des gens. Au niveau du cœur, on les touche. Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes ont interpellé un homme. Peut-être la clé de l'énigme. On a appris que quelqu'un avait été arrêté pour une autre affaire, et justement, cette personne est liée au vol de ces objets religieux. Le suspect est entendu à la gendarmerie de la Tremblade. Asseyez-vous. Les gendarmes ont eu de la chance. En perquisitionnant chez lui pour une autre affaire, ils ont trouvé un ciboire. Mais ils ne savent pas s'il s'agit de celui de Mornac-sur-Seudre. Et dans quel endroit, celui-ci ? On ne sait pas encore. On a des suppositions, mais on ne sait pas encore. Donc il y a monsieur de mise en cause, j'espère qu'il va être un peu bavard là-dessus. Quel est le profil de ce monsieur-là ? Le profil, c'est le profil de banal actuel, quoi. Une personne qui a plus d'emploi, qui touche le RSA, qui a besoin d'argent tout de suite, et voilà, quoi. C'est côté facile, quoi, pratique, et il faut l'argent tout de suite. Lors de la perquisition, l'homme a tenté de dissimuler le ciboire. Le ciboire qu'on a retrouvé dans votre poubelle. Alors vous l'avez volé où? Alors c'est là, le nom du petit village en Charente-Maritime. Donc c'est en Charente-Maritime, hein? Ce n'est pas le ciboire de Mornac-sur-Seudre. L'homme l'aurait volé dans une autre commune. Chez lui, ils ont aussi découvert cette petite clé. C'est ce qui sert à ouvrir les tabernacles. C'est simplement des passes, hein, des petits passes. Le suspect n'est pas connu des services de gendarmerie. Il prétend avoir volé par nécessité. Quand je suis rentré dans une église, là je dis, bah, tiens, la tentation m'est venue, je dis, tiens, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose que je pourrais tirer profit. La première fois que j'ai pu prendre un ciboire, j'ai internet, j'ai vu que le prix, j'ai vu c'était des sommes astronomiques. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'essaierai de tenter de revendre ça à ces prix-là. Pour moi, c'est pas braquer une banque et tout ça, quoi. Enfin, bon, c'est bien que je reconnais bien que c'est pas correct, mais enfin bon, je tue personne, quoi. Bon, à toi. L'homme repart libre en attendant son procès. Il risque 7 ans de prison et 15 000 € d'amende. Aux gendarmes, le suspect a fini par avouer le vol d'une vingtaine d'objets de culte. On est tombé sur une pointure, entre guillemets, hein, qui sait, je pense, ce qu'il fait, en fin de compte. Donc on a beaucoup d'investigations à faire, oui, auprès de certains brocanteurs. Les gendarmes vont maintenant perquisitionner le magasin de l'un d'entre eux. Donc là, vous êtes sûr de trouver quand même des objets? Bah, on espère parce qu'on ne sait pas où il est stock. Hein. On espère les trouver aujourd'hui. Hein. Ce serait pas mal. Hein. Bonjour madame. Gendarmerie de Royan. On voudrait voir monsieur Hédra. Il n'est pas là pour l'instant, c'était pourquoi? On a quelques questions à lui poser au sujet de certains objets. Ah bon? Première perquisition et première découverte pour les gendarmes. Statues, crucifix, ciboires, tous les objets décrits par le voleur sont là. Questionné, le brocanteur dit ignorer qu'ils avaient été volés. Il ne s'est pas assuré de la provenance des objets. Pour lui, c'était des objets clairs, quoi. Donc il est un peu étonné de notre présence. Et puis, bilan des perquisitions, on a retrouvé la quasi-totalité des objets, quoi. À la gendarmerie, toute la brigade est réquisitionnée pour mettre les objets sous scellé. Les étiquettes de la brocante n'ont pas encore été retirées. 10 €, 15 €, bien loin des sommes astronomiques évoquées en audition par le suspect. L'homme n'aurait pas volé que des vases et des statues. Tout ce qui est vêtements de messe, là, c'en est plein, là. C'est rempli. Mais ça se vend? Apparemment, oui. Et là, vous avez des bibles. Des livres de messe. Qui apparemment, ça se vendent aussi. Je suis assez étonné. Mais oui, pourquoi les objets cultes ont la cote? Non, ça, c'est un mystère. Hein. Non, le plus dur, ça va être de retrouver les victimes pour chaque objet, quoi. Ça va être le plus dur, ça. Ça va être un travail assez conséquent. 6 mois après les faits, aucune église n'a réclamé l'un de ces objets d'art. En dernier ressort, ils tomberont dans le domaine public et après expertise, seront vendus aux enchères.
Pour retrouver la collection des Nardus volés par les nazis, Patrick Neslas a d'abord étudié des dizaines de photographies d'époque données par la famille. Et ça fait partie des 150 œuvres que composait la collection Nardus. Certaines de ces photos ont été prises avant le vol, d'autres ont été prises au moment où les nazis les ont prises. C'est le cas par exemple du Christ de Saint-Sébastien qui est ici. Mais Patrick n'a encore trouvé aucune des œuvres photographiées. On dit que 20% des œuvres d'art du monde ont bougé sous cette période-là. Donc c'est quand même quelque chose de pas neutre. En Europe, c'est 200 000 œuvres d'art. 200 000 œuvres d'art qui ont été spoliées. C'était vraiment un pillage méthodique organisé. Retrouver tous ces tableaux, la tâche semble impossible. C'était sans compter sur un incroyable rebondissement. Il y a un an, un homme mystérieux le contacte. Il affirme posséder la liste établie par les nazis de la collection Nardus. Sans vouloir dévoiler son identité, il remet à Patrick ce document authentique. Voilà, donc là nous avons cette fameuse liste que j'ai obtenue donc de manière un petit peu rocambolesque, dans laquelle on peut vite voir la collection Nardus van Buren avec l'adresse. Sur cette liste figure une trentaine d'œuvres dont Patrick ignorait l'existence. Grâce à elle, il a repéré dans un vieux catalogue de vente aux enchères ce tableau appartenant au Nardus. Il aurait été peint par Frans Hals, un peintre aussi coté que Rembrandt. Une toile vendue 9 millions d'euros en 2008. Allez, on y va. C'est parti. Patrick contacte la maison de vente aux enchères pour savoir qui a acheté cette toile. Mais dans le monde de l'art, on ne parle pas du passé. Bonjour madame, je travaille sur un dossier de spoliation d'œuvres d'art volées par les nazis. C'était lors de quelle vente? C'était une vente d'art contemporain? C'était la Own Master Painting qui avait... Ouais, tout à fait. D'accord, merci. Encore une fois, il lui faudra beaucoup de patience avant de récupérer ce tableau. Mais vu son prix, 9 millions d'euros, il va lui falloir des années. Vous êtes sur la messagerie vocale département des tableaux anciens chez... Veuillez noter que le bureau sera fermé du 21... Depuis 25 ans qu'il écume le monde de l'art et les galeries, Patrick s'est constitué un réseau d'informateurs. Et justement, il y a quelques jours, l'un d'eux l'a mis sur la piste d'une galerie d'art aux Pays-Bas, où il y aurait une toile de la collection Nardus. Patrick part à Amsterdam pour tenter de la récupérer. Cette toile n'est pas n'importe laquelle. C'est le portrait du collectionneur en personne, Léo Nardus, peint par un célèbre impressionniste, Isaac Israels. J'ai fait moi des vérifications par rapport aux documents que j'ai, par rapport à des vérifications aussi sur Internet, sur le site de cette galerie. Effectivement, il y a de forts soupçons. Ce serait un épilogue? Ça pourrait être un épilogue. Ça pourrait être un épilogue, mais il faut rester toujours très très prudent si on veut pas aller de désillusion en désillusion. Donc pour l'instant, je reste prudent. Dans ses bagages, le document qui recense les toiles volées par les nazis. Au numéro 117 figure le fameux portrait du collectionneur. Mais la toile se trouve-t-elle bien à Amsterdam? À Amsterdam, Patrick se rend à la galerie d'art indiquée par son informateur. Le portrait de Léo Nardus pourrait s'y trouver. Nous l'accompagnons en caméra cachée. J'ai peur d'une désillusion, c'est-à-dire de ne pas voir la toile, qu'elle ait bougé, qu'elle ne soit pas là. Le détective se fait passer pour un acheteur français mandaté par un collectionneur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous parlez français? Un petit peu. Bonjour, enchanté. Bon, bah, oui. On vient faire un petit tour sur la galerie. Okay, have a look. You can have a look here. Yeah, and upstairs we have 3 more rooms. Dans la salle, il y a bien des toiles d'Isaac Israels, comme ce portrait de danseuse. Mais aucune trace de la fameuse toile. Son informateur se serait-il trompé? It's a portrait of Isaac Israel. You know this painting? Yeah. 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 And what? And I want to show you something. Okay. Yeah. Perfect. You have it? Not here. Not here. I know where it is, but not Okay. Le portrait de Léo Nardus serait entre les mains d'un des clients de ce galeriste, un riche collectionneur d'Amsterdam. Le détective lui indique l'origine de la toile.
So this painting was taken by the Nazis, was registered by the Nazis in 1940 as Leonardus. Le marchand est certain de la bonne foi du propriétaire du tableau et affirme ne pas connaître le passé nazi du portrait. My client bought it at Christie's in, I think, 2001, 2, 3, whatever, 10 years ago, something like that. I want to see the painting. It's like this. Yeah, for sure. Yeah, for sure. And ask them if they want to sell, what they want to do. Because They want to sell. They want to sell? Yeah, absolutely. They want to sell. I can buy it today. I have a price, everything. La peinture est estimée à 68 000 €. Le marchand d'art lui promet de contacter le propriétaire du tableau et d'organiser une rencontre au plus vite. Patrick espère qu'il tiendra parole. Thank you. Thank you. And thank you. 2 heures plus tard, surprise. Le galeriste lui donne rendez-vous dans un endroit inattendu, le garage de l'hôtel où loge Patrick. Yeah, absolutely. Perfect. Okay. Company. Yeah. Et dans le coffre de sa voiture, enveloppé de papier bulle, peut-être le fameux tableau tant recherché par les Nardus. Les deux hommes s'installent dans un coin discret du bar de l'hôtel. L'informateur de Patrick avait raison. Wow. Hey. Le portrait de Leonardus, peint par Isaac Israels, volé par les nazis il y a plus de 70 ans, est bien là. Ok. Oh, what a sensation. Sorry. Mais c'est peut-être un faux. Pour vérifier son authenticité, Patrick examine le dos de la toile. 117. Yeah, what's that? Yeah, a mark. It's a Nazi mark. 117, c'est bien le numéro inscrit sur le registre des nazis. C'est la dernière pièce du puzzle, la preuve que cette toile appartient bien à la collection Nardus. Aussitôt, Patrick appelle Serge. Bon, alors écoute, je vais prendre la priorité du téléphone. Je voulais juste t'informer que je suis à Amsterdam, là, et que je viens de retrouver une toile de la collection de ton grand-père. Quand j'ai vu le timbre d'eau avec le numéro 117, et je savais dans ma tête que ce numéro-là, c'était le numéro du tableau que je cherchais, et quand j'ai vu la réaction de mon interlocuteur qui avait amené le tableau en disant « oui, c'est sûr à 100%, voilà, là je me suis dit « c'est bon, Patrick, tu as fait le travail ». Pour récupérer la toile, Patrick avait deux solutions. La faire saisir par l'État, ce qui aurait pris des années, ou alors négocier avec le propriétaire. Une stratégie efficace. Celui-ci accepte de reverser à la famille Nardus 30% du prix quand le tableau sera vendu, soit près de 23 000 €. Une petite victoire pour une traque sans fin. Patrick doit encore retrouver 146 tableaux. De nos jours, pour limiter le trafic d'œuvres d'art, la France impose des contrôles très stricts à ses frontières. Et cela donne lieu à quelques miracles. On prépare le truc à la doc, ça va être au top, c'est une merveille, on va faire ces petits oignons. Ce coffret est destiné à une pièce d'exception. Elle trônait depuis des mois sur l'une des étagères du colonel Goffeny à Nanterre. Il s'agit de cette statue en albâtre du XVe siècle, la Vierge à l'Enfant, classée monument historique. Le gendarme qui dirige la police de l'art est très fier de la restituer à ses propriétaires, 33 ans après sa disparition. On pense qu'elle est passée dans 3 mains différentes de professionnels, particuliers et marchands. Le dernier acheteur, un collectionneur américain, l'a payé 70 000 € dans une vente aux enchères en Normandie. Les gendarmes ont pu la retrouver grâce à un système mis en place depuis plus de 20 ans. Pour protéger son patrimoine, la France impose que toute personne qui veut sortir une œuvre d'art du territoire la déclare. Pour la faire sortir du territoire national, il y a obligation de demander une licence d'exploitation. Et c'est lors du contrôle qui se fait systématiquement par les professionnels du ministère de la Culture qu'ils sont aperçus qu'il s'agissait donc de Vierge à l'Enfant de l'église de Pleyerel sur la commune de Fréhel dans les Côtes-d'Armor. La statue figurait dans un fichier qui recense les œuvres volées.
Les gendarmes l'ont immédiatement saisi. La Vierge à l'Enfant appartient à la petite église bretonne du village de Fréhel. Elle arrive escortée par les hommes du colonel Goffeny. Les habitants se réjouissent de son retour. Mais après 33 ans d'exil, une question est sur toutes les lèvres. Est-ce que déjà quelqu'un sait où elle était? Elle était dans l'axe, elle était au-dessus de l'hôtel. Oui, l'hôtel était là. D'accord. Oui, bah bon, alors ensuite elle a été... Moi j'ai une photo où elle est là. Enfin bref. Ah bah oui. Ça, c'est toute notre enfance, cette statue-là. Oui. C'est inouï de voir ça, quand même, un retour au bercail. Monsieur le curé, il me dit, il faudra que vous me donniez une définition du miracle. Ah, voilà. Donc, Madame le maire, je vous remets, je vous rends, au nom de l'État, que je représente ici avec tous mes collaborateurs, cette très belle statue, en vous suggérant d'en faire le meilleur usage et en assurant sa sécurité. Surtout, c'est important pour ne pas qu'on nous la vole à nouveau. Je vous remercie beaucoup. J'en profite. Est-ce que vous avez les mains occupées? Si le vol d'œuvres d'art dans les musées est en baisse, celui des objets de culte augmente. En 2013, plus d'un vol par semaine a été commis dans une église. C'est vrai qu'elle est superbe, elle est vraiment magnifique.